Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos petites aventures, de notre petite réflexion sur le développement de la créativité et de l'imagination. La dernière fois, on avait fait un exercice pratique avec de l'art intuitif. Aujourd'hui, on revient à quelque chose qui est un peu plus dans la méthodologie, puisque je vais vous parler du fait qu'on peut détourner le matériel, alors soit du matériel artistique et s'en servir différemment de son but premier, soit carrément utiliser des choses qui ne sont pas vendues comme du matériel d'art, mais qui font très bien le job et qui souvent en fait ont des cousins qui sont eux présentés comme du matériel d'art et qui coûtent une blinde parce que vous savez que dans le commerce, on aime bien un petit peu abuser du fait que les gens ont des passions, ont des hobbies, aiment avoir des loisirs. Souvent, on va se retrouver avec des choses qui sont excessivement chères par rapport à ce que c'est parce que les fabricants savent que les gens sont prêts à mettre le budget pour leurs loisirs et du coup ils abusent un petit peu et je crois que l'art c'est vraiment tout ce qui est art appliqué, peinture, etc. c'est vraiment le domaine où ça se voit le plus, où c'est le plus obvious parce que vous allez voir que les produits que je vous montre c'est des produits qui coûtent vraiment pas grand chose et qui pourtant quand vous allez en magasin vous allez les trouver extrêmement chers en magasin d'art alors que si vous les prenez simplement dans d'autres domaines, des équivalents, étonnamment ça va être beaucoup moins onéreux. Il y a des choses que je peux vous montrer parce que moi-même je les utilise, c'est un peu mes petites techniques à moi, mais il y a aussi des choses dont j'ai connaissance, ou peut-être des choses que moi j'ai pas mais que vous avez vous et qui peuvent être utiles pour vous. Je vais vous en parler et puis vous trouverez sans aucun doute des vidéos sur YouTube pour vous faire des tutos ou des démonstrations si jamais vous savez pas trop de quoi je parle. Mais donc, pour commencer, on va parler du premier produit que je vais utiliser pour la première illustration. C'est un produit que j'ai découvert récemment et depuis je m'en sers tout le temps. C'est mon nouveau meilleur ami. Et ce produit, c'est du médium mat acrylique. On est donc sur un produit qui est 100% un produit artistique, vous l'achetez en magasin d'art. Mais vous l'avez compris, s'il a sa place dans cette vidéo, c'est justement parce que je ne m'en sers pas comme médium mat acrylique. J'en ai une toute autre utilisation. Mais avant de vous en parler, je vais quand même vous dire vite fait ce qu'est un médium, au cas où vous ne le savez pas. Donc un médium, c'est un produit que vous rajoutez à votre peinture pour changer sa propriété. Donc par exemple, le médium mat acrylique, il est fait pour matifier l'acrylique. Parce que normalement, l'acrylique, par défaut, elle est satinée, donc elle est un peu brillante. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez rajouter ce produit, vous le mélangez à votre peinture, et ça va lui donner un côté beaucoup plus mat. Personnellement, j'utilise quasiment jamais de médium parce que j'aime pas mélanger d'autres matières à la peinture. Ça a tendance à la liquéfier un petit peu, ça a tendance à la rendre un peu plus transparente, etc. Donc j'aime pas trop. En plus de ça, quand vous devez rajouter à chaque fois un nouveau produit, à chaque couleur, à chaque peinture, assez rapidement la facture elle monte parce que c'est des produits, en soi c'est pas qu'ils sont extrêmement chers, mais évidemment que si vous en rajoutez à chacune de vos peintures, ça fait vite monter la facture. Donc tant qu'à faire, je préfère utiliser une peinture qui est directement mat. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise la flash et l'acrylique à gouache, parce que ce sont des acryliques, mais elles sont mates. Alors là, vous vous dites peut-être, mais si tu n'utilises pas de médium, pourquoi t'as acheté ce produit? Eh bien, c'est après avoir vu une artiste travailler dans son sketchbook avec des pastels à l'huile. Et tout le temps où je l'ai vue faire sa petite illustration au pastel à l'huile, je me disais, mais comment elle va faire à la fin? Parce que quand elle va refermer son sketchbook, ça va être une catastrophe. Déjà, le pastel à l'huile, ça sèche pas, ça reste collant et pâteux, parce que c'est de l'huile. Et ensuite, ça se transfère beaucoup. Déjà, ça bave, puisque avec le frottement des pages, ça va étaler et ça va un peu ruiner ce qu'elle avait fait. Et puis en plus, ça va baver sur la page d'en face. Mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'une fois qu'elle a eu fini, elle a pris un médium acrylique mat transparent. Alors là, les deux informations à retenir, c'est mat et transparent. Il ne faut pas que ce soit du médium brillant et il ne faut pas que ce soit opaque, évidemment. Et elle a étalé ça sur sa peinture à l'huile, comme si c'était un genre de vernis en fait, tout simplement. Et il se trouve que comme l'huile, ça se réactive pas à l'eau, ça n'a pas touché à sa peinture. Et puis elle a laissé sécher, ça se voyait pas parce que c'est translucide. Et ça faisait vraiment comme une couche de protection. C'était pas parfait comme solution, mais ça marchait plutôt pas mal. Et surtout, quand on compare par rapport à un vernis, non seulement c'est beaucoup moins cher, parce que du coup le produit, vous le diluez un petit peu et il vous dure très longtemps si vous l'utilisez de cette façon. En plus, vous avez un bon contrôle sur la quantité et la matière que vous mettez.
Et surtout, ça n'a pas du tout les odeurs très dérangeantes et toxiques d'un vernis. Donc c'est vrai que, en tout cas pour du travail de sketchbook, c'est amplement suffisant pour protéger et pour éviter que ça se transfère sur la page d'en face. Ça fait bien le job. Et du coup, je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, parce que une des raisons pour laquelle j'utilise pas trop d'acrylique dans mes sketchbooks, c'est parce que ça colle, déjà, et aussi parce que ça brille un petit peu quand on veut les prendre en photo pour les montrer et tout, c'est pas terrible. Or moi, je montre beaucoup mes illustrations sur les réseaux, donc j'aime pas trop cet effet brillant. Et puis le fait que ça colle aussi, c'est un vrai problème. Mais avec ce médium-là, comme il est mat, en fait, ça fait une espèce de surface un peu rêche, qui fait que ça ne colle absolument pas, et puis donc ça matifie, ce qui fait que c'est un peu plus facile pour prendre les photos, il n'y a pas autant de reflets de lumière. Donc je me suis dit, ok, je vais tenter. J'achète le petit tube, alors moi j'ai pris ce petit pot là, qui est le Franc-Bourgeois. J'ai pris celui-ci d'abord parce que bon, le Franc-Bourgeois c'est une marque française, et puis c'est facile à trouver, et aussi parce que je crois que c'est ceux qui ont la plus petite contenance, donc pour tester, c'était pas mal parce que du coup c'était pas trop cher. J'ai pris ça, et après j'ai pris mon sketchbook et j'ai fait quelques petites expériences. J'ai testé le produit sur différentes techniques, même si je me doutais que ça allait pas très bien passer sur tout ce qui se réactive à l'eau. Donc aquarelle, gouache, encre, ça marche pas parce que dès que vous passez votre pinceau, ça étale. Bizarrement, ça marche pas très bien aussi sur le crayon de couleur. Je m'étais dit que peut-être je pouvais m'en servir comme un genre de fixatif, mais non. Parce que quand il y en a très peu, ça va, mais quand vous commencez à superposer un petit peu les couches, en fait, ça l'étale un petit peu. Comme si vous passiez votre doigt et que vous frottiez avec votre doigt, vous voyez, comme ça estompe un petit peu, ça fait la même chose. Donc, pour toutes ces techniques-là, ça ne marche pas. Cela dit, ça ne m'a pas dérangé parce que moi, ce que je voulais, c'était m'en servir sur l'acrylique. Donc, je fais mes petits essais et à un moment donné, je passe mon doigt dessus, là où j'avais mis le produit, pour voir si ça avait bien ce côté très sec qui fait que ça évite que les pages collent. Et alors là, ma grande surprise, je me suis rendu compte que non seulement c'était sec, mais c'était même vraiment très rêche. En fait, c'était presque comme un papier sablé, très, très discret, mais bien présent. Alors le papier sablé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le papier qu'on utilise normalement pour le pastel / crayon de couleur, parce que ce sont des techniques qui sont sèches et pour que le pigment accroche bien, et notamment pour pouvoir superposer correctement les couches, normalement, pour le pastel et pour le crayon, vous êtes censé utiliser ce papier qu'on appelle sablé parce qu'il a un côté un peu... il est micro-abrasif en fait. Et c'est ce qui fait que le pigment va rester accroché et ne va pas totalement s'écraser. Et donc ça avait un peu cet effet-là. Et là je me suis dit, tiens, je me demande ce que ça donne le crayon de couleur là-dessus. Donc je prends mes crayons de couleur, et alors là, révélation. Non seulement ça marche super bien, mais ça marche tellement bien que ça marche même encore beaucoup mieux que si vous utilisez directement sur le papier. Donc si vous mettez d'abord cette couche de ce produit et que vous utilisez après vos crayons de couleur, sans parler d'acrylique, là il ne s'agit même pas de le mettre par-dessus de l'acrylique, vraiment vous le mettez tel quel sur le papier, ça va imiter le papier sablé, donc vos crayons accrochent beaucoup mieux. Et d'ailleurs depuis, j'ai découvert que c'était une petite astuce pour les gens qui n'ont pas trop les moyens d'acheter du papier sablé parce que le papier pastel coûte hyper cher, il coûte quasiment le même prix, voire plus cher que le papier aquarelle. Donc pour les gens qui veulent pas investir ou qui n'ont pas vraiment les moyens, la petite astuce, le petit système D, c'est de prendre du papier ordinaire, bon pas trop fin non plus parce qu'il ne faut pas exagérer, mais on va dire là comme par exemple dans mon sketchbook, et de mettre ce produit, et ça va en quelque sorte imiter le papier sablé. Ça accroche super bien les pigments. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte que non seulement je pouvais m'en servir juste pour rendre mon papier meilleur, en faire un meilleur support pour le crayon de couleur. J'utilise pas de pastel, mais j'imagine que ça marche aussi bien pour le pastel. Moi je parle de crayon de couleur parce que c'est ce que j'utilise. Mais du coup, j'ai réalisé que je pouvais aussi mettre ça par-dessus l'acrylique et après revenir au crayon de couleur, comme si de rien n'était, par-dessus l'acrylique. Et alors ça, c'est un game changer, parce que normalement l'acrylique, vous pouvez absolument pas utiliser les crayons de couleur par-dessus, parce que comme c'est du plastique, voilà, vous imaginez bien, vous prenez un crayon, vous essayez de dessiner sur du plastique, ça marche pas. Et donc ça avait un peu le même effet. Mais là, ça marche nickel. C'est comme si vous étiez en train de dessiner sur du papier.
D'ailleurs, cette finition mate, elle ressemble beaucoup à la peinture Flash, qui est aussi donc une peinture de Lefranc-Bourgeois que j'ai testée il y a quelques mois, et je vous avais dit quand je l'ai testée, je l'avais comparée à la Holbein et à la Turner, et j'avais dit que par rapport à la Holbein et à la Turner, la Flash était vraiment beaucoup mieux pour le mix média, parce que, contrairement aux deux autres, on peut sans problème revenir au crayon dessus. Et bah du coup, là, avec ce produit, vous pouvez faire ça avec littéralement n'importe quelle peinture. Pas forcément la Flash, vous pouvez prendre de l'acrylique vraiment basique, de l'acrylique qualité étude, peu importe. Vous faites votre peinture, vous mettez ce produit, vous mettez une fine couche pour que ça reste bien translucide, et après vous pouvez revenir sans problème dessus au crayon de couleur. Vous l'avez compris, je recommande fortement ce produit. À aucun moment il est précisé sur l'emballage ou quoi que ce soit que c'est un produit que vous pouvez utiliser autrement, comme quoi des fois il faut vraiment tester des trucs. Mais je vous le dis, ça marche vraiment très bien, notamment si vous aimez travailler en mix média comme moi, donc crayon de couleur, acrylique, etc. Ou même si vous aimez juste travailler au pastel et au crayon de couleur, vraiment ce produit, vous le mettez comme un gesso, mais version crayon de couleur, et vous allez voir, ça accroche beaucoup mieux le crayon. On enchaîne avec un autre produit que j'utilise beaucoup ces derniers temps. Ce sont des petits feutres qui sont en fait des marqueurs effaçables. Il y a quelque temps, Milky Way a mis une vidéo YouTube pour dire qu'elle avait découvert ce produit. En fait, elle regardait une aquarelliste en train de faire son croquis. C'était une artiste japonaise en train de faire son croquis. Et elle utilisait donc un marqueur. Ce marqueur-là, c'est comme un feutre, hein, pareil. Et après, quand elle a utilisé l'aquarelle pour peindre son illustration, le marqueur a disparu. En fait, au fur et à mesure qu'elle mettait l'eau faisait disparaître le marqueur. Parce qu'en fait, c'est une encre qui s'efface à l'eau. Et du coup, elle s'est totalement enjaillée pour le produit. Elle a cherché absolument à avoir celui que l'artiste avait, sauf que c'est un produit qui était disponible qu'au Japon. Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est un produit qui est très facile à trouver, simplement pas en magasin d'art. Parce qu'en fait, les marqueurs qui s'effacent à l'eau, ils sont vendus pour la couture. L'idée, c'est que vous tracez vos patrons sur le tissu avec ces marqueurs, et après, en humidifiant un petit peu, ou simplement au lavage, ça va faire disparaître les traits. Et donc, ça marche plutôt pas mal aussi avec l'aquarelle. Vous faites votre dessin sur votre papier, et puis, vous n'avez pas besoin de l'effacer. Vous pouvez simplement peindre après à l'aquarelle, le marqueur va s'effacer de lui-même. L'avantage de ça, c'est que vous n'allez pas abîmer les fibres du papier en gommant, parce que très souvent, le papier aquarelle, il est un peu fragile. Même le papier tout court d'ailleurs, hein. Quand vous gommez, au bout d'un moment, les fibres, elles s'abîment un petit peu. Et aussi, des fois, quand vous utilisez des crayons ou un critérium, des choses très pointues et très sèches, ça creuse un peu le papier. Ou alors, il y a des fois aussi, vous n'arrivez simplement pas à effacer le trait, la marque reste, et vous avez beau essayer de gommer, ça part pas. Bon bah là, avec le marqueur, vous esquivez tous ces problèmes-là. Cela étant dit, de mon point de vue et pour mon utilisation, ces avantages, ils contrebalancent pas les inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est que quand vous utilisez ce marqueur, si l'idée c'est de l'effacer à l'eau, ça veut dire que vous devez utiliser un papier qui résiste à l'eau. Donc déjà, l'utilisation elle est assez limitée. Il vous faut du papier aquarelle, et en réalité, même le papier aquarelle, hein, une fois qu'il est humidifié, il sera jamais plus pareil que quand il ne l'était pas. Et il va forcément se déformer un petit peu. Donc ça, c'est un premier inconvénient. Puis alors, vous imaginez dans un sketchbook, genre moi par exemple, le carnet que j'ai en ce moment, le Paper Blanks, si je mets de l'eau, le papier est gondole. Donc je ne peux pas après récupérer une page bien droite, bien lisse. Est-ce que ça vaut la peine juste pour cette histoire de je peux effacer à l'eau? Personnellement, je trouve pas. Je préfère gommer simplement. Et ça marche très bien et c'est nickel. L'autre défaut aussi, c'est que comme vous effacez pas au fur et à mesure de votre dessin, vous pouvez pas corriger au fur et à mesure non plus. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un personnage, vous avez fait une erreur de proportion, ou vous décidez de changer sa position ou quelque chose dans le genre, bah vous pouvez corriger, sauf que la partie non corrigée, elle va rester sur le papier. Là où normalement avec un crayon de papier, vous allez gommer tout simplement, et vous allez refaire correctement. Ça fait qu'à la fin, comme vous ne pouvez pas effacer ce qui est entre guillemets raté ou mauvais au fur et à mesure, vous avez des croquis qui sont hyper confus. Et alors quand il faut mettre au propre, vous n'avez pas intérêt à vous louper, parce que sinon après, tant pis. Donc pour ces raisons-là, moi-même je n'aimais pas trop le principe. Cela dit, j'ai découvert quelque chose quand même grâce à cette vidéo, c'est que moi je savais qu'ils étaient effaçables à l'eau, mais ce que j'avais pas capté, c'est qu'ils sont surtout
effaçables à l'air. Ça veut dire qu'en fait, ces marqueurs, quoi qu'il en soit, ils vont s'effacer. Soit vous pouvez les effacer immédiatement avec de l'eau, soit au bout de quelques jours, de toute façon, le trait va disparaître en fait. Il s'efface de lui-même. Et alors là, pour moi, ça change tout. Parce qu'autant j'aimais pas trop l'idée de devoir badigeonner ma page d'eau pour effacer le marqueur, par contre, le fait qu'il s'efface de lui-même, je trouve ça ultra pratique. Parce que ça veut dire que quoi que vous fassiez, ça va disparaître. Vous avez fait un dessin sur votre page, vous l'aimez pas, bah vous n'avez pas besoin de le gommer, vous attendez quelques jours et ça aura disparu de toute façon. Vous avez débordé un petit peu ici ou là en faisant un croquis un petit peu à l'arrache ou quoi que ce soit, pas de problème, ça va s'effacer. Donc je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique le côté qui s'efface à l'air, je trouve ça beaucoup plus pratique que le côté qui s'efface à l'eau. Et donc j'ai quand même décidé d'en prendre. Alors faites attention, les miens je les ai pris sur Amazon parce que c'est là qu'il y a le plus de choix. Lisez bien les commentaires des gens parce qu'apparemment il y a des feutres. Ils sont pas chers mais ils s'effacent vraiment au bout de quelques minutes. Donc c'est quand même un petit peu un problème parce que t'as pas fini ton dessin, que ton croquis est déjà en train de s'effacer, c'est pas génial. Mais moi j'ai pris ceux-là, donc c'est des Léonis, ils existent en bleu et en rose. Et j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient très bien notés. Apparemment les gens disent qu'il y a beaucoup d'encre dans le feutre parce qu'il est tout petit, mais apparemment il dure hyper longtemps. Et il met quand même pas mal de temps à s'effacer, donc vous avez quand même le temps de travailler correctement. Moi je l'ai testé dans deux carnets différents, donc sur deux types de papiers différents. Dans les deux cas, il met à peu près 3-4 jours à devenir vraiment illisible. Donc vous avez 3-4 jours pour mettre au propre votre croquis. Au-delà, vous allez commencer à avoir du mal à voir le croquis parce que ça commence à vraiment être très effacé, très subtil. Et puis au bout d'une semaine, on voit quasiment plus qu'il y a eu un croquis. C'est très pratique, cela dit, je ne sais pas si c'est propre à cette marque-là parce que j'en ai pas testé d'autres. Ou si ça vient du papier que j'ai testé, mais comme je vous le disais, j'ai testé sur deux papiers différents et ça m'a fait le coup sur les deux. En fait, ça s'efface, mais si vous remettez de l'eau, il y a une espèce de marque fantôme qui réapparaît. Et c'est quelque chose que vous allez voir si vous êtes attentif pour la deuxième illustration. Il y a des moments quand je passe l'eau, quand je passe l'aquarelle en fait, sur le personnage, on voit des traits qui réapparaissent. Et puis au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures, ça redisparaît un petit peu, mais j'ai l'impression que ça reste un tout petit peu visible. Genre, c'est vraiment, on fait attention, on le voit un peu, à certains endroits, pas partout, à certains endroits. Mais je suis pas sûre, parce que sur un autre papier, ça c'est réapparu, et puis finalement, ça a redisparu totalement. Donc je sais pas jusqu'à quel point ça reste après un marquage définitif. Ça me dérange pas du tout, parce que au final, comme je vous le disais, ça finit par se réeffacer, et donc ça se voit pas trop. Mais ça me dérange pas parce que c'est dans un carnet de croquis. J'imagine que si j'avais fait une illustration hyper aboutie, hyper compliquée, sur laquelle j'ai passé des heures et tout, ça m'aurait un petit peu énervé que le trait réapparaisse. Et du coup, je comprends pas parce que dans la vidéo de Milky Ways, le trait disparaissait totalement. Donc je ne sais pas, est-ce que ça vient de mon marqueur ou est-ce que ça vient du fait que c'est pas un papier aquarelle sur lequel je m'en suis servi? C'est possible. Voilà, je voulais vous prévenir. Faites attention aux marques que vous prenez et sachez que éventuellement, il peut y avoir, selon le papier ou le marqueur, il peut y avoir ces espèces de traces fantômes qui réapparaissent. Cela dit, je trouve quand même que dans l'ensemble, c'est un excellent produit parce que le fait que ça s'efface au bout de quelques temps, ça permet de vraiment pouvoir se lâcher un petit peu. Et ça, c'est plutôt pas mal pour développer sa créativité. Savoir qu'on peut faire un peu n'importe quoi dans son carnet et que c'est pas très grave, surtout si vous êtes perfectionniste. Sachez que c'est pas très grave parce que de toute façon ça va disparaître. Donc libre à vous après de décider qu'est-ce que vous conservez et qu'est-ce que vous laissez disparaître tout simplement. Ok, on enchaîne avec un autre produit qui est la démonstration parfaite du fait que quand on va labelliser un produit comme étant pour les artistes, on va le faire beaucoup plus cher qu'un équivalent qui n'est pas pour les artistes. Et là, je vais vous parler de pinceaux, et plus précisément de pinceaux pour maquillage. Il y a quelques mois de cela, j'avais acheté un pack de pinceaux de Delaunay Graduate, c'est ceux qui ont le manche blanc, on les trouve un petit peu partout, chez Cultura, Jean des Beaux-Arts, tout ça. Et c'était un pack avec plein de formes de pinceaux différentes, pour un peu tester plein d'effets différents. Et dans ce pack, il y avait des pinceaux, que je vais vous montrer, qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à des pinceaux pour le maquillage. Notamment pour le blush. Vous savez, c'est ces pinceaux qui sont un peu touffus,
et qui sont tout doux. Et je me suis dit, tiens, je me demande ce que ça donnerait si j'utilisais des pinceaux pour le maquillage. Alors moi je me maquille pas, donc j'ai pas ce genre de pinceau, mais je me suis dit allez, je vais regarder vite fait sur Amazon. Bon, autant vous dire que j'étais choquée quand j'ai vu les prix, parce que littéralement on a des packs de plus de 15 pinceaux pour même pas 10 euros. Rien à voir avec les prix des pinceaux pour artistes. Après j'imagine qu'il y a des raisons aussi, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu d'abus au niveau des prix pour les pinceaux pour artistes. Parce que véritablement, alors donc j'ai acheté le pack, et depuis je m'en sers très souvent, que ce soit les gros ou les petits. Et pour l'instant, je vois pas de différence avec des pinceaux classiques. Pour peu que vous fassiez l'effort de le nettoyer correctement, comme exactement vos pinceaux, notamment moi j'utilise beaucoup d'acrylique, donc je nettoie toujours mes pinceaux avec du savon et je fais très attention, parce que sinon l'acrylique, comme on ne peut pas le retirer une fois que c'est sec, ça abîme assez rapidement les pinceaux. Donc pour peu que vous les nettoyez correctement, et que vous les fassiez sécher correctement, c'est-à-dire avec la tête vers le bas, pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur de la partie en métal. Non, si vous faites ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas remarqué spécifiquement par exemple de poils qui tombent, j'ai pas remarqué qu'ils étaient plus difficiles à entretenir. La seule chose, c'est qu'ils sont parfois, comme ils sont très denses en poils, des fois ils mettent beaucoup de temps à sécher par rapport à des pinceaux classiques. Mais en dehors de ça, vraiment, j'ai pas remarqué de différence. Du coup, peut-être que vous aviez déjà remarqué la dernière fois quand j'ai fait mes grandes peintures d'art abstrait, et à un moment j'ai pris un pinceau très large, très épais comme ça, et en fait c'est un pinceau pour maquillage, c'est un pinceau pour le blush, et c'est vachement bien pour étaler, faire des dégradés, avoir des effets un peu vaporeux, c'est nickel. Et les plus petits, comme les poils sont pas très longs, ils ont une certaine dureté, et du coup je m'en sers juste comme pinceaux normaux en fait. Donc vraiment, je les aime beaucoup. Ils étaient pas très chers. Ils ont l'air de parfaitement faire le job. Donc là, typiquement, c'est tout à fait un produit que vous pouvez à l'occasion acheter. Et vous allez voir que c'est beaucoup moins cher que certains pinceaux pour artistes. Sachant que les Graduate, c'est déjà des pinceaux qui sont pas très chers, parce que c'est des pinceaux moyen de gamme, un peu qualité-étude. Et donc ça, c'est encore moins cher. Donc vraiment, des fois, vous pouvez trouver des petits trucs sympas pour 3 fois rien, mais il faut pas aller au rayon beaux-arts, il faut aller au rayon maquillage. Et je vous dis ça parce que j'enchaîne avec le dernier produit, qui est littéralement du maquillage. Et alors ça, petite story time. Quand j'étais petite, ma mère avait une amie qui travaillait avec le maquillage. Alors je sais pas ce que c'était exactement son métier, mais je sais qu'elle avait des grandes boîtes remplies de maquillage, et je crois que c'était des maquillages qui avaient été un petit peu testés par des clientes pour faire des tests un peu d'hypoallergénie, etc. Et du coup, elle-même, elle s'en servait pas pour des raisons d'hygiène, mais un jour, elle me les avait donnés. Non pas pour que je me maquille avec, j'étais à l'école primaire, mais elle m'avait dit, tiens, essaie de voir si tu peux dessiner avec. Et en fait, ça ressemble vraiment à du pastel. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les produits qu'on appelle les pan pastel, qui sont hors de prix et qui ressemblent vraiment à du blush. Ça a exactement la même présentation. Et c'est en fait du pastel très doux que vous allez étaler pour avoir des effets un petit peu fumés, etc. C'est très joli, mais ça coûte une blinde. Et à chaque fois que je les vois, je repense à moi petite, avec ma grosse boîte de maquillage. Notamment, je me souviens, il y avait beaucoup de couleurs de teint de chair, donc ça, je m'en servais pas trop. Mais j'en avais deux que j'utilisais tout le temps. J'en avais un qui était rose, et je m'en servais littéralement comme du blush. Vraiment, je faisais mes Sailor Moon là, et puis après je leur mettais un tout petit peu de maquillage comme ça, un petit peu de rose. Et puis comme c'est très diffus, très doux, ça faisait vraiment comme si elles avaient du blush. Ça marchait trop bien. Et j'en avais un qui était un bleu ciel très clair, irisé. Alors là, autant vous dire que le brillant, j'en mettais partout. Sur tous mes dessins. Derrière mes personnages en fond, je mettais ce maquillage-là irisé, bleu ciel, c'était absolument magnifique. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Puis un jour, ma mère en a eu marre, elle a acheté le maquillage. Mais bref. Donc pendant très longtemps, je m'en suis servie. Et il y a quelques temps, je regardais une vidéo de Cathy Moody. Et elle a un pan de pastel. Alors elle en a qu'un parce que comme c'est un petit peu onéreux, elle disait elle-même qu'elle évite de trop en acheter. Mais elle en a un et il est bleu ciel. Exactement comme le maquillage que j'avais quand j'étais petite. Et ça m'a fait me dire, tiens, est-ce que les gens savent que le maquillage ça existe?
Parce que véritablement, je comprends pas que tu puisses lâcher 15 € dans un pan de pastel, alors que littéralement pour 15 € maintenant, vous avez des énormes boîtes de maquillage avec tellement de couleurs, de paillettes, de brillants. Du coup, pareil, je suis allée regarder sur Amazon, juste par curiosité, j'ai pas acheté, mais je suis allée regarder sur Amazon. Et j'ai vu les boîtes, c'est pareil, hein, ça coûte quoi, 7-8 €. Vous avez plein de jolies couleurs. Je sais pas ce que ça vaut au niveau hypoallergénique, tout ça, donc j'irai pas me maquiller avec. Mais pour vous en servir en tant que pastel, ça marche hyper bien. Du coup là, j'ai essayé de vous faire un petit peu une démonstration avec les quelques couleurs que j'avais moi. Alors j'avais pas beaucoup de couleurs, donc bon, c'est pas grave, c'était juste pour la démonstration. J'aime bien l'effet que ça rend, hein, cela dit. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. J'ai utilisé du maquillage normal, et j'ai utilisé de l'irisé, du fard à paupières irisé, parce que ça rend hyper joli. J'ai pas non plus vraiment les outils pour étaler, mais sachez que normalement il y a des outils, hein, que ce soit pour le pastel ou que ce soit... En fait, c'est les mêmes outils pour le pastel et pour l'estompage. Si vous faites des dessins au crayon, vous avez des outils exprès pour estomper un petit peu. C'est des espèces de petites mousses, un peu comme pour les fards à paupières, hein. Vous voyez, ces espèces de triangles avec de la mousse que vous utilisez sur vos yeux, ça ressemble à ça en fait. Sauf que c'est un petit peu plus pratique et un petit peu plus ergonomique. Et ça vous permet de faire du travail un peu plus de précision. Bon, moi j'avais pas ça, mais c'était pas grave. Pour vous faire juste une petite démo pour le principe, c'était amplement suffisant avec ce que j'avais. Surtout que j'ai mon gros lot de pinceaux à maquillage là. C'était le moment de m'en servir, parce que pour le coup c'était thématique. Et puis j'ai utilisé ces quelques couleurs que j'avais pour faire le fond, quelques petits éléments. J'ai pas résisté à mettre de l'irisé un petit peu partout, parce que on aime bien quand ça brille. Et puis c'est joli parce que ça a un effet très subtil, c'est un peu juste nacré. Parce que comme c'est étalé et que c'est estompé, ça brille pas énormément, mais ça a ce petit effet, juste ce qu'il faut de brillant pour apporter une petite touche comme ça. Vraiment, c'est très sympa. Donc bon, comme je vous le disais, moi j'ai fait avec les couleurs que j'avais. Mais vous pouvez sans problème trouver des palettes vraiment pour quelques euros, avec plein de super couleurs, avec des choses beaucoup plus intenses au niveau paillettes, au niveau des couleurs parfois qui sont très pop, très fluo. Vraiment, vous pouvez vous lâcher. En plus, il y a beaucoup de palettes aussi qui sont thématiques, avec des dégradés de vert, des dégradés de bleu, etc. Donc voilà, autre petite astuce, plutôt que d'acheter des pastels hyper chers, sachez que vous pouvez utiliser du maquillage. Attention, le maquillage c'est sympa, mais par contre ça s'étale. Donc exactement comme avec le pastel, il faut mettre un petit coup de fixatif à la fin. Donc si vous décidez de vous amuser avec ça, pensez à vous fournir aussi avec un petit fixatif, parce que sinon ça va s'étaler partout. Mais à part ça, c'est nickel. Évidemment, quand je vous parle d'utiliser par exemple le médium acrylique mat comme vernis de finition entre guillemets, ou d'utiliser du maquillage à la place du pan pastel, on est d'accord que je parle pour un usage un peu quotidien dans votre sketchbook, etc. Je parle pas pour un usage professionnel, hein, attention. Mais vraiment juste pour s'amuser et pour travailler dans son sketchbook, expérimenter, etc. Ça fait très très bien le job, et c'est nettement moins cher que les produits qui sont vendus en tant que produits pour artistes. J'ai fini avec les produits dont je peux vous faire une démonstration parce que je les ai moi-même. Mais je peux quand même vous parler de 2-3 choses que j'ai pas, mais qui peuvent peut-être vous donner des idées. Par exemple, les éponges. Vous avez peut-être déjà remarqué en magasin d'art qu'on vend des éponges. C'est des espèces de petites éponges rondes, ovales, qui coûtent une blinde, alors que c'est littéralement la même chose que ce que vous allez acheter pour 10 fois moins cher en hypermarché. Et d'ailleurs, à ce sujet, la dernière fois, je vous avais parlé d'un artiste peintre d'art abstrait qui s'appelle Anthony. À nouveau, je vous invite à aller regarder sa chaîne, parce qu'il a fait un tuto ultra bien sur une peinture à l'éponge. Donc il prend une éponge de supermarché et il fait un genre de galaxie avec. C'est vraiment très joli et c'est très accessible. Et d'ailleurs, en parlant d'Anthony, il me semble que dans un de ses studios vlogs, je crois que c'est le dernier, on le voit aussi utiliser les pinceaux pour maquillage. Comme quoi, c'est une idée assez répandue, hein, c'est un système D assez répandu, et on le voit s'en servir, donc si vous voulez voir une démonstration, c'est vraiment pas mal du tout. Donc on a les éponges pour avoir certains effets de texture et vous permettre d'avoir certains effets en peinture. Ensuite,
On a des petits hacks habituels en utilisant des produits de la cuisine, notamment pour l'aquarelle, ça marche très bien. Vous avez plein de vidéos sur internet qui vous montrent des petits tutos. Par exemple, tant que la peinture est encore fraîche, vous prenez du cellophane, vous savez ce plastique alimentaire là, et vous le chiffonnez et vous le mettez dans votre aquarelle. Et quand vous le retirez, une fois que c'est sec, ça va donner un effet très particulier, une texture très particulière. Vous pouvez aussi utiliser du gros sel, pareil, tant que la peinture est encore fraîche, vous mettez votre gros sel dans l'aquarelle et ça va repousser les pigments et du coup ça va vous donner des petits effets de texture que vous n'auriez pas autrement. Bien sûr, on connaît tous la bonne vieille brosse à dents pour éclabousser, faire des effets d'éclaboussure. Ça c'est pas mal pour faire, soit vous rajoutez un petit peu de texture, soit pour faire des ciels étoilés aussi, pour que vos étoiles elles soient pas trop disposées de façon trop symétrique ou pas naturelle. Vous utilisez les éclaboussures là, de la vieille brosse à dents et comme ça se répand de façon aléatoire, ça marche vachement bien aussi. De façon générale, vous pouvez utiliser un peu tout et n'importe quoi qui a de la texture, hein. Ça marche. J'ai vu des gens utiliser par exemple vous savez dans les cartons d'emballage, souvent entre les deux feuilles de carton, vous avez un côté côtelé, ondulé. Bon, moi j'ai vu des gens s'en servir pour faire des lignes et rajouter de la texture comme ça, notamment en art intuitif. Ça marche un peu pareil qu'un pochoir en fait, hein. Moi-même, peut-être que vous aviez remarqué, dans ma vidéo où j'ai fait de l'art abstrait, j'ai utilisé ces espèces de flocons de plastique, là, de mousse, qu'on a souvent dans les emballages pour protéger. Moi, c'est ceux de Jackson Art que j'avais, ils sont recyclables, mais sinon, au lieu de les jeter, vous les gardez et ça vous permet d'avoir une texture un peu mousse qui ressemble pas mal à ce qu'on a avec les éponges par exemple. Donc ça aussi c'est un outil du quotidien que vous pouvez tout à fait détourner pour vous en servir dans votre art. Toujours sur les objets qu'on peut utiliser autrement, je vous ai parlé des pinceaux maquillage et du maquillage, et bien figurez-vous que je cherchais un séchoir pour mes pinceaux, parce que j'aime pas du tout celui qui est vendu traditionnellement dans les magasins d'art. Et ben les séchoirs pour pinceaux à maquillage, et c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout, on peut beaucoup mieux utiliser les pinceaux qui sont très épais, on peut beaucoup mieux les faire sécher, parce que du coup c'est fait exprès pour les pinceaux qui ont un manche assez épais, donc ça marche très bien. Autre chose aussi que j'ai pas encore testé, mais je vais le faire incessamment sous peu, c'est les crayons de couleur effaçables pour enfants. Et je vous en parle parce que assez souvent, on me demande avec quoi je dessine, parce que je dessine rarement au crayon de papier, j'aime bien dessiner avec de la couleur. Et avant, ce que j'utilisais surtout, c'était des Colorize. Ils étaient faciles à trouver et ils n'étaient pas trop chers. Maintenant, c'est une autre histoire. Non seulement ils sont devenus hyper chers, c'est plus de 2 € le crayon, mais en plus, il y a beaucoup moins de choix qu'avant. D'ailleurs, on peut quasiment plus les avoir à l'unité. Maintenant, avant, on pouvait avoir toutes les couleurs à l'unité, hein. Maintenant, il faut acheter des boîtes. Du coup, c'est plus de 20 € la boîte de 12. Donc, c'est assez cher, vraiment. Pour 2 fois moins cher, vous pouvez acheter des crayons de couleur pour enfants qui sont faits exprès pour s'effacer facilement. Donc, je pense que pour dessiner, ça peut être pas mal. C'est quelque chose que je vais tenter. Moi, j'en ai vu par Faber-Castell, mais j'imagine que ça doit exister chez Crayola ou ce genre de truc. Donc voilà, le rayon pour enfants aussi, c'est pas mal du tout. Ma peinture pailletée, elle vient aussi du rayon pour enfants, celle que j'ai utilisée notamment dans la précédente vidéo pour mon art abstrait. Donc n'hésitez pas à aller regarder ailleurs, c'est des produits que vous ne trouverez pas en magasin d'art, ou en tout cas pas dans les rayons beaux-arts des magasins, et qui en fait peuvent être très fun ou simplement moins chers que ce qui vous est vendu en tant que matériel pour artistes. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, hein. Vous regardez un petit peu autour de vous et vous essayez de voir ce que vous pouvez utiliser ou en tout cas détourner de son utilisation habituelle pour vous en servir vous dans votre art. Ah oui, si, je voulais vous parler aussi d'une dernière chose parce que j'envisage d'en acheter une nouvelle là. Les palettes en céramique. Alors ça, c'est le plus de la palette. Plus particulièrement si vous peignez à l'aquarelle, à l'encre ou à la gouache, bref, les techniques qui sont très liquides. La céramique, c'est beaucoup mieux que le plastique ou que le métal. Mais les palettes en céramique pour artistes, c'est pas donné. Ce qu'il y a, c'est que la céramique, en fait, c'est ce qu'on utilise pour la vaisselle.
Donc si vous n'avez pas les moyens de prendre la palette vraiment dite pour artiste, vous allez tout simplement au rayon vaisselle de l'hypermarché et vous allez avoir exactement la même chose. À une différence près, c'est que souvent les palettes pour artistes, elles ont des puits. Et personnellement, c'est pour ça que moi je préfère prendre ces palettes-là parce que j'aime bien avoir les différents compartiments. Mais si vous vous en fichez, ou si vous n'avez juste pas les moyens, vous pouvez prendre une simple assiette ou peut-être quelque chose de plus ergonomique, comme par exemple ces assiettes un peu longues et étroites qui ont la forme d'une palette pour représenter les apéritifs, ce genre de choses. C'est peut-être plus pratique. Enfin, en tout cas, ce qui compte, c'est que c'est de la céramique. Parce que vous allez voir que c'est plus facile à laver et que la peinture a un meilleur contrôle et a une meilleure texture au niveau de comment l'eau se répand, etc. Par rapport au métal et au plastique. La céramique, c'est beaucoup mieux. Et bien voilà, cette fois je crois que c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Évidemment, vous-même, si vous avez des petites astuces ou des choses que vous utilisez de façon inhabituelle, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, ça peut être très utile pour les autres et pour moi. Donc merci d'avance à ceux qui le feront. La semaine prochaine, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on va faire. En fait, pour tout vous dire, j'avais pas vraiment prévu de vidéo parce qu'on approche de la rentrée et j'ai moi-même des choses à préparer. Parce que j'ai quand même ma boutique à gérer et aussi j'aimerais reprendre une activité artistique mais plus dans le côté professionnel et j'aimerais bien recommencer à consacrer beaucoup plus de temps au côté peinture parce que là mes sessions normalement j'aime bien me plonger dans quelque chose pendant plusieurs jours et rester concentrée sur des projets particuliers. Mais ces derniers temps, comme j'ai tout le temps des vidéos à tourner, il faut toujours faire quelque chose pour les vidéos. Donc il faut toujours soit tourner, soit faire le montage, soit enregistrer le voice-over. Bref, il y a toujours un truc à faire. Et je vous avoue que ça prend énormément de temps parce que je fais déjà les vidéos pour YouTube, mais j'ai aussi le contenu pour Patreon. Donc à partir de la rentrée, je vais faire davantage de vidéos pour Patreon. Mais du coup, je peux pas faire ça et en plus faire 4 vidéos pour YouTube, c'est pas possible. Donc je vais commencer à faire plutôt une vidéo une semaine sur 2. Comme ça me laisse plus de temps pour moi, ça me laisse plus de temps pour Patreon. Et je pense aussi que ce sera plus facile de trouver du contenu à faire quand on n'est pas obligé de trouver des idées toutes les semaines. Parce que je vous avoue qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'idées. Et au bout d'un moment, on est aussi un petit peu fatigué. Donc je pense que ce sera un bon rythme. On va tester. D'ailleurs, je me tâte. J'aimerais bien faire des vidéos un petit peu ASMR. Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Je vous avais dit à un moment donné que je voulais pas faire ce genre de vidéo parce que je n'aime pas rester dans le silence. Mais entre-temps, j'ai allumé mon cerveau et j'ai capté que je pouvais tout simplement mettre un casque. Donc comme ça, moi j'ai de la musique, mais pour vous, ce sera ASMR. C'est quelque chose que j'aime bien moi-même. J'aime bien entendre le bruit du crayon, l'artiste qui tourne les pages dans son carnet, entendre la peinture, la gomme, le tintement du pinceau dans le bol quand on rince, etc. C'est des bruits d'atelier que j'aime bien et c'est assez reposant. Du coup, j'aimerais bien fournir moi-même ce genre de contenu. Et puis ce qui est bien, c'est que comme je parle pas, déjà je suis pas obligée de tout le temps trouver des idées ou des choses à dire. Et aussi, ça a un côté un peu, entre guillemets, international, dans le sens où tout le monde pourra regarder ce genre de vidéo. Je mettrai peut-être du texte en anglais, histoire de toucher un plus grand nombre. Mais bon, grosso modo, le principe d'une vidéo ASMR, c'est que vous avez juste le bruit ambiant, vous n'êtes pas obligé d'écouter quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'avoir du texte ou quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toutes les personnes qui vont liker et commenter et s'abonner, ça aide énormément à soutenir la chaîne, donc merci à vous tous. Et évidemment, un énorme grand merci du fond du cœur à mes petits Patreons adorés, dont le soutien est absolument essentiel. Merci à eux. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.